Mes amis, quelle salle, quelle chaleur, quel enthousiasme, quelle force. Je voudrais que vous applaudissiez d'abord tous ceux qui, dans une autre salle à côté, nous regardent sur des écrans. Ils sont près de 1000, qui viennent s'ajouter à tous ceux qui sont ici. Merci à Michel Herbillon qui a organisé cette réunion. Merci à tous les élus, Christian Cambon, Catherine Procaccia, Gilles Carrez, Sylvain Berrios, Patrick Baudouin, Philippe Goujon, Jacques-Alain Benisti, Jean-François Lamour, Jérôme Chartier, Constance Le Grip, Virginie Calmel et Valérie Pécresse, que je suis heureux de retrouver ici, dans cette région qu'elle a gagnée de haute lutte et qu'elle conduit avec brio, efficacité, rigueur, en lui redonnant un projet et un avenir pour en faire une des plus grandes régions du monde. Il y a un terme qu'on utilisait autrefois chez les gaullistes, celui de compagnon. Eh bien, vous êtes mes compagnons. Et à côté de vous, je sens votre force qui me donne la force de vaincre. Notre détermination à mener la bataille du redressement français est plus intense que jamais. Lors des primaires, 4,5 millions de Françaises et de Français se sont mobilisés pour dire une chose: ça suffit le socialisme, ça suffit le déclin national, on va réagir. Lucidement et courageusement, les électeurs de la droite et du centre ont décidé de faire de l'élection présidentielle le point de départ d'un pays qui renaît, d'un pays qui assume sa fierté, d'un pays qui affirme sa volonté d'être, dans moins de 10 ans, la première puissance européenne. Parce que nous en avons tous les avantages, les atouts. Et mes amis, si nos convictions déclenchent autant de fureur, si ma personne est attaquée avec tant d'acharnement, c'est parce qu'elle heurte le consensus mou qui n'aime la droite que lorsqu'elle marche à l'ombre et lorsqu'elle réforme à minima. Cette élection, ce n'est pas une élection comme les autres. Pour la France, le choix, c'est entre le sursaut ou le déclin. On l'a dit avant moi, 6 millions de personnes au chômage, une montagne de déficits, de dettes, le péril du totalitarisme islamique, le basculement de l'économie mondiale vers l'Asie. La France joue gros. Elle joue très gros dans cette élection. Si elle fait un mauvais choix, elle prendra un aller simple pour le déclassement. Si elle fait le bon choix, la France a encore tous les atouts pour réussir. On a des entrepreneurs audacieux, des salariés et des ingénieurs productifs, une agriculture puissante, des chercheurs et des scientifiques de grande renommée, des infrastructures modernes. Et puis, mes amis, nous sommes poussés par une histoire millénaire qui souffle à nos oreilles les mots de héros, de résistance, de courage, d'honneur. Oui, nous venons de loin. Et nous irons encore très loin si nous nous décidons à libérer les énergies françaises. Évidemment, les obstacles sont considérables. C'est d'abord des obstacles intellectuels. Le culte de l'égalitarisme mou a supplanté depuis longtemps dans notre pays celui de la liberté. L'immobilisme est devenu une vertu, alors que l'audace est au contraire une anomalie. Et de fil en aiguille, de petite lâcheté en petite lâcheté, nous sommes devenus l'un des pays les plus réglementés, les plus imposés, les plus endettés, les plus suspicieux à l'égard du verbe réussir. Oui, c'est vrai, nous souffrons d'un appareil bureaucratique qui, pour subsister, pompe plus de la moitié des richesses créées par les Français. Nous souffrons d'une dette publique écrasante, alimentée par 42 ans de déficit. Pour la rembourser, nous empruntons. Et plus nous empruntons, plus nous sommes dépendants des marchés et des fonds de pension étrangers. Bientôt, les taux d'intérêt remonteront. La charge de la dette augmentera. Et si nous n'avons pas fait au préalable les réformes nécessaires, alors le pire est possible. Oui, quand on est à 100% de dette publique, 100% de notre richesse nationale, on est dans la zone rouge.
On est dans la zone du Portugal, on est dans la zone de l'Espagne, on est dans la zone de l'Italie. Les signes de notre affaiblissement économique sont sous nos yeux, avec leurs conséquences. Ce chômage de masse persistant contre lequel on prétend à tort avoir tout essayé, et cette pauvreté qui touche de plus en plus de Français. Vous le sentez bien, tous les jours, il y a une révolte qui gronde. Et cette révolte, on ne la taira pas avec des mesures cosmétiques. En réalité, c'est tout notre modèle économique et social qui doit être remis en capacité de créer de la croissance et de l'emploi. Eh bien, aujourd'hui, dans le débat pour l'élection présidentielle, je le dis, je suis le seul qui tire le signal d'alarme et qui présente un vrai projet pour repartir de l'avant. Les autres candidats sont soit dans le déni, soit dans le délire, parfois même les deux à la fois. Le Front national de Mme Le Pen et l'extrême gauche de M. Mélenchon proposent une France du repli sur soi, une sorte de communisme national. Nationalisation, multiplication des dépenses publiques, augmentation sans compter des salaires, dette à n'en plus finir, retour au franc, fermeture des frontières. Et tant pis si tous les économistes sérieux affirment que ce programme mènera à l'effondrement économique en moins de 6 mois. Le Front national et l'extrême gauche ont en commun une étonnante capacité à considérer que les faits sont beaucoup moins importants que les certitudes. Quant à M. Hamon, il propose de gérer la pénurie. Il n'y a plus de travail, c'est pas grave. On le coupe en morceaux et on distribue les miettes. L'erreur tragique des 35 heures n'était pas encore assez grosse, il fallait aller plus loin. Voici les 32 heures et le revenu universel. Le revenu universel, c'est au fond l'ultime trouvaille des socialistes pour justifier leur incapacité à en finir avec le chômage de masse, alors que la plupart de nos voisins, au moins d'Europe du Nord, l'ont réussi. Quant à la dette, la proposition de Benoît Hamon n'est pas moins surprenante. En effet, il propose sans rire de mutualiser les dettes européennes par solidarité. La solidarité dans la bouche des socialistes, c'est profiter des efforts des autres États sans avoir à en accomplir soi-même. Succès garanti auprès de nos amis allemands qui, depuis 15 ans, se sont serrés la ceinture pour remettre l'Allemagne de l'Est à niveau. Cerise sur le gâteau, M. Hamon propose de légaliser le cannabis. 32 heures, revenu universel, dette pour tous et cannabis, beau programme pour réveiller la France. La gauche rêve, le Front national divague, et pendant ce temps-là, des peuples entiers se lèvent tous les matins avec la rage au ventre pour gagner la bataille de la concurrence mondiale. Et puis, il y a l'homme qui veut sauver le socialisme sans le dire. J'ai nommé Emmanuel Macron. Pour Emmanuel Macron, il n'existe pas de culture française. Tant pis pour Victor Hugo. Tant pis pour nos enseignants qui luttent contre l'illettrisme. Tant pis pour la francophonie. Mais par contre, belle aubaine pour tous ceux qui pensent que la nation française n'a plus d'identité. Plus d'identité, mais aussi complice de crimes contre l'humanité. Si la France doit être honteuse de ce qu'elle fut, comment est-ce qu'elle pourrait être fière aujourd'hui de ce qu'elle est et affronter l'avenir avec la force qui doit être la nôtre ? Visiblement, M. Macron dit ce que son auditoire veut entendre. Un jour pour le gouvernement algérien, le lendemain pour les pieds noirs. Un jour pour la manif pour tous, le lendemain pour le mariage pour tous. Tout cela dénote un sérieux problème de colonne vertébrale. Emmanuel Macron vient de dévoiler les lignes de son programme économique et de son chiffrage. François Hollande aurait pu le signer.
c'est de la soupe tiède, alors que la France a besoin d'une transformation économique. Et d'abord, le cadrage financier d'Emmanuel Macron se fonde sur un diagnostic qui est faux. Il est bien le seul, et je parle sous le contrôle de Gilles Carrez, à croire les prévisions budgétaires du gouvernement, qui a multiplié les dépenses ces derniers mois lorsqu'il affirme que la France sera au-dessous de 3% de déficit en 2017. En réalité, le déficit sera d'au moins 3,4% en 2017 et il pourrait même atteindre, si rien n'est fait, 3,8% en 2018. Sur la réduction des déficits, sur la guerre contre la dette, les objectifs initiaux de M. Macron ont été ramenés à la baisse. Il y a un mois, il parlait comme moi de 100 milliards d'économies budgétaires en 5 ans. Ce n'est pas un chiffre farfelu qui sort de nulle part, c'est juste le chiffre qui permet d'atteindre dans 5 ans, et dans 5 ans seulement, l'équilibre budgétaire. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commencera seulement à réduire la dette de notre pays. Eh bien, cet engagement a fait pchit. C'est maintenant 60 milliards qu'il veut économiser. En quelques jours, 40 milliards ont disparu du programme. C'est ce qu'on appelle avoir des convictions. Bon, il veut économiser 60 milliards d'euros, mais il annonce parallèlement un plan d'investissement de 50 milliards sur le quinquennat. Ce plan n'a d'ailleurs d'investissement que le nom, tant il semble devoir financer des dépenses courantes. Par ailleurs, on voit mal comment il pourrait réussir à mettre en œuvre 50 milliards d'investissements publics, alors qu'il a été incapable d'en mettre 10 lorsqu'il était conseiller, puis ministre de François Hollande. Son plan d'économie sur l'assurance maladie prévoit une limitation des dépenses de 2,3%. C'est plus laxiste qu'aujourd'hui. C'était 2% en 2015 et 1,8% en 2016. Bref, Emmanuel Macron réussit l'exploit de faire pire que François Hollande. Sur l'assurance chômage, il nous parle de 10 milliards d'économies, mais aucune mesure sérieuse n'est proposée puisqu'aucune révision des paramètres d'indemnisation n'est prévue. Sans doute paraît-il sur une baisse soudaine du chômage pour rééquilibrer les comptes de l'assurance chômage, mais sur l'emploi, aucune révolution n'est en vue dans son projet. On reste sur les 35 heures, avec une vague prétention à moduler le travail en fonction des âges. Sur les retraites, qui représentent 25% de la dépense publique, on nous promet des annonces prochainement, mais des annonces claires, il n'y en aura pas. On nous parlera, je l'imagine, d'une retraite à points mise en place dans 10 ans. Emmanuel Macron propose la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires sur 6 millions d'agents publics, soit moins de 2% des effectifs actuels. C'est inférieur aux 150 000 postes que nous avions supprimés entre 2007 et 2012. Oui, j'accuse M. Macron de savoir parfaitement que son objectif est ridiculement bas, mais il vaut mieux la lâcheté électorale plutôt que la vérité. Bref, tout ce plan Macron, c'est à peine mieux que Hollande et c'est surtout beaucoup moins fort que le plan Fillon. François Bayrou a cru bon d'apporter son soutien à Emmanuel Macron, comme il l'avait autrefois apporté à François Hollande en 2012. Rien de nouveau. Il y a 6 mois, Bayrou étrillait Macron, le candidat des forces de l'argent, disait-il avec mépris. Aujourd'hui, il lui propose une alliance. Laissons les girouettes voler avec les girouettes. Nous ne tournons pas avec le vent. Emmanuel Macron revendique, je le cite, son immaturité politique, comme si elle était le gage de sa sincérité. Dois-je rappeler que le chef de l'État est le chef des armées et qu'il est responsable de la dissuasion nucléaire? Ce n'est pas d'immaturité que la France a besoin dans les temps troublés que nous traversons, mais d'un dirigeant solide, capable d'assumer les responsabilités les plus lourdes et les plus difficiles. Mes amis, pour redresser la France, il faut d'abord la rassembler autour de ses piliers. Et le premier de ces piliers, c'est la sécurité.
Oui, il faut rétablir la sécurité dans notre pays. L'affaire d'Aulnay-sous-Bois a été le prétexte à de véritables scènes de guérilla urbaine. Avant-hier, à Savigny-sur-Orge, 2 policiers municipaux ont été victimes d'un véritable guet-apens mené par une dizaine d'individus. La culture de l'excuse et le laxisme ont fait des ravages dans certaines têtes. Eh bien, il faut, face à cette situation dangereuse pour notre pacte républicain, rétablir une juste sanction des fautes. La condamnation doit retrouver son sens. Je le dis, j'en prends l'engagement devant vous, je mettrai fin à l'inexécution des peines. Parce qu'il n'est pas acceptable. Parce qu'il n'est pas acceptable que près de 100 000 peines ne soient pas exécutées ou en attente d'exécution chaque année. C'est la raison pour laquelle je veux relancer la construction de 16 000 places de prison interrompues par Mme Taubira et le gouvernement de François Hollande. La sanction doit retrouver sa force. Je veux supprimer le système des remises et des aménagements quasi automatiques des peines de prison. Les peines planchers automatiques seront rétablies afin de lutter contre la récidive. Il y a de plus en plus de mineurs parmi les délinquants chevronnés. C'est pourquoi j'ai proposé d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. Un délinquant de 16 ou 17 ans doit comprendre qu'il est responsable de ses actes. Il est trop facile d'accuser la société de tous les maux pour s'excuser de tous les siens. Nos compatriotes qui vivent dans les cités et qui respectent les lois en ont plus qu'assez de vivre la peur au ventre. Ils réclament de l'éducation pour les enfants, ils réclament du travail, et comme préalable à tout cela, ils réclament de l'ordre pour vivre en paix. Eh bien moi, je veux parler pour ces mères de famille qui tremblent pour leurs enfants. Je veux parler pour ceux qui n'en peuvent plus du tapage nocturne. Je veux parler pour ceux qui travaillent dur et qui rêvent de grimper les échelons de la réussite sociale. Je veux les défendre, comme je veux défendre l'honneur de nos policiers et de nos gendarmes. Avant de montrer du doigt tel ou tel policier qui aurait pu commettre une erreur dans l'exercice de ses fonctions, le président de la République, le gouvernement, les institutions, la nation doivent d'abord apporter leur soutien aux policiers et aux gendarmes sans lesquels notre société ne pourrait pas fonctionner. Il y a plus de 10 000 agents qui sont blessés chaque année. Et il y en a une dizaine qui, chaque année, trouvent la mort. Oui, nous devons à ces femmes et à ces hommes le respect. Mais plus que le respect, moi, je leur apporterai tout mon soutien en investissant dans la modernisation de la police et de la gendarmerie, en allégeant leurs tâches administratives et en remettant sur le terrain des policiers et des gendarmes. Enfin, je veux renforcer les polices municipales et le rôle des maires dans la tranquillité publique. Les gendarmes, les policiers nationaux et municipaux, les sociétés privées de sécurité, les citoyens vigilants, les gardiens d'immeubles, c'est toute une chaîne de sécurité que je souhaite coordonner et tendre contre la délinquance. Et puis, il y a le terrorisme. Le terrorisme qui est complètement sorti des radars de l'élection présidentielle, comme si le silence allait éloigner la menace. Pourtant, l'ennemi est là. Cet ennemi, c'est celui que j'ai qualifié de totalitarisme islamique. Parce que ce ne sont pas des terroristes comme les autres. Ce ne sont pas des mouvements qui naissent, qui mènent un combat sporadique dans la clandestinité puis qui disparaissent. Non. Ce sont des nouveaux totalitaires. Comme il y a eu le nazisme au XXe siècle, il y a une nouvelle forme de totalitarisme, c'est-à-dire des hommes qui veulent imposer
à une grande partie du monde, par la force, un régime politique qui est totalement contraire aux valeurs qui sont les nôtres, à la République, aux Lumières, à la démocratie. Cette menace, c'est une menace considérable qui a déjà déstabilisé le Pakistan, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Libye, qui menace le Liban, la Jordanie, l'Égypte, qui menace toute la rive sud de la Méditerranée et qui, malgré les efforts méritoires, courageux, exemplaires de nos soldats au Mali, au Niger, continue de descendre vers l'Afrique occidentale. C'est une menace mondiale, c'est une menace pour la paix mondiale. Cette menace, il faut la prendre au sérieux et il faut la combattre avec toute l'énergie et toute la force dont nous sommes capables. Oui, ce totalitarisme est en train de contaminer une grande partie du monde, mais il est aussi en train de contaminer une partie de notre jeunesse. Il fait de certaines banlieues des enclaves où se fomente à ciel ouvert la haine de notre civilisation. Eh bien, je vous le dis, si je suis président de la République, vous pouvez compter sur ma totale détermination pour lutter contre ce mal qui est un danger mortel pour la démocratie et pour la paix du monde. Je veux que toute personne coupable d'intelligence avec l'ennemi soit condamnée. Je veux que tout étranger appartenant à la mouvance intégriste soit expulsé. Je veux que les jeunes combattants qui sont partis faire le djihad en Syrie ou en Irak, s'ils sont français, se voient déchoir de la nationalité française, comme le prévoit la loi. Et pour cela, nul besoin de réviser la Constitution de la République française. C'est le Front populaire qui a inscrit dans la législation française la possibilité de retirer la nationalité à un Français qui tourne les armes contre son pays. Je veux que le culte musulman fasse l'objet d'un contrôle administratif strict, aussi longtemps qu'il n'aura pas réalisé son ancrage dans la République comme les autres religions. Oui, nous demandons aux musulmans de faire le chemin qu'ont fait depuis longtemps les autres religions, les catholiques, les protestants, les juifs, qui ont accepté les règles de la République française. Ça veut dire qu'aucun prêche contraire aux valeurs de la République ne doit plus être toléré. Ça veut dire que les imams qui s'en rendent coupables doivent être reconduits à la frontière s'ils sont étrangers ou sanctionnés et interdits de prêche s'ils sont français. Ça veut dire que tous les mouvements qui se réclament du salafisme ou des frères musulmans doivent être dissous. Autant de mesures de justice qui éviteront que nos concitoyens musulmans soient pris en otage par les radicaux et les intégristes. Oui, les musulmans doivent pouvoir pratiquer leur culte en paix, et pour cela, ils doivent nous aider à faire le ménage contre l'obscurantisme, contre l'intégrisme, contre l'islamisme radical. Si nous voulons redonner de la force et de l'unité à notre pacte national, il est aussi impératif de limiter l'immigration à son strict minimum. C'est notre situation économique, c'est notre taux de chômage qui le commande. L'immigration sans intégration, sans assimilation, c'est la France des ghettos. C'est la France qui ne brasse plus les différences. Eh bien moi, je ne veux pas d'une France en 1000 morceaux. Je propose que notre politique d'immigration obéisse à des quotas annuels établis strictement en fonction de nos capacités d'accueil et de nos besoins économiques.
La procédure d'asile doit être rapide et juste. Et ceux qui sont déboutés doivent être systématiquement expulsés. La France a toujours été un pays d'accueil. Et j'y suis attaché. C'est dans nos traditions. Ce pays d'accueil, c'est ce que nous avons construit depuis le début de la chrétienté. C'est cette ouverture qui a fait de la France une nation qui est ouverte à tous les talents, qui cherchait une patrie à aimer et à servir. Mais il en a été ainsi parce que la France a su unir ces populations nouvelles autour d'un destin commun et autour d'un idéal partagé. Oui, les étrangers qui viennent en France doivent souscrire au pacte républicain et à ses règles élémentaires. Ils devront montrer qu'ils comprennent leurs devoirs avant de profiter des droits. Ils devront attendre 2 ans avant de bénéficier de toute prestation sociale. La République ne reconnaît pas les communautés. La République ne considère qu'une seule communauté, la communauté nationale. Il ne peut y avoir en France qu'une seule loi, la loi française. Il ne peut y avoir en France qu'une seule façon de considérer la femme, celle de la voir strictement comme l'égale de l'homme. Il n'y a qu'une citoyenneté française. Et c'est la raison pour laquelle je conteste la proposition des socialistes d'accorder le droit de vote aux étrangers pour les élections municipales. Il est un autre pilier fondamental auprès duquel nous devons nous rassembler, c'est l'école. L'éducation doit être le fer de lance du pacte républicain. Mais l'éducation a été dévoyée de sa mission par un carteron de pédagogistes et d'idéologues fumeux. Alors oui, il faut redonner à l'école l'objectif qui est le sien et que tant d'enseignants chérissent, transmettre des connaissances fondamentales qui éclairent le regard des élèves. Transmettre aussi le goût d'un métier pour celles et ceux qui veulent mettre la main à la pâte. Oui, je valoriserai massivement l'alternance et l'apprentissage qui doivent être la voie royale pour l'accès à l'emploi. L'école doit transmettre aussi le respect de notre pays, de son histoire et de ses valeurs civiques. Que dans les cours de certaines de nos écoles, des adolescents s'interpellent en fonction de leurs origines ou se jugent en fonction de leurs apparences vestimentaires. C'est le contraire de la fraternité. Alors oui, je suis pour le port d'une tenue scolaire uniforme, rappelant à chacun qu'il est l'égal de l'autre. Rappelant aussi que l'école du savoir n'est pas l'école de la rue. Mais mes amis, on n'aurait pas exigé autant de l'école si la famille n'avait pas été autant affaiblie. La famille doit être protégée, la famille doit être aidée, et en même temps l'autonomie de la famille doit être respectée. La famille, ça n'est pas un terrain d'expérimentation pour bâtir l'homme nouveau dont rêvent certains idéologues de gauche. Les parents doivent assumer leurs responsabilités. Et je leur fais confiance pour transmettre à leurs enfants ce qu'il y a de beau et de juste dans la vie. Oui, je veux aider les familles. Je veux relever le quotient familial. Je veux remettre en place l'universalité des allocations familiales. Je veux qu'on protège le droit de l'enfant et non pas le droit à l'enfant. Je veux que les familles qui ont un enfant handicapé puissent voir tout fait
pour qu'elles assument une scolarisation normale parmi les autres enfants. Alors, mes amis, rassemblés autour de ces piliers, la France pourra s'élancer vers le progrès économique et social. La productivité, la croissance, le plein emploi, c'est ma bataille absolue. Pour la gagner, je veux faire sauter les verrous qui étouffent l'énergie du pays. Et c'est ça la marque de ma différence avec tous les autres candidats. Oui, c'est vrai, dans notre pays aujourd'hui, il y a des gisements de productivité, de production, de richesse, d'emploi qui sont bridés par les réglementations, par les charges, par les impôts, par les normes, par les contrôles, par une bureaucratie qui étouffe la société française. Les entrepreneurs, les agriculteurs, les artisans sont assommés de réglementations, garrottés de contraintes. Alors il faut les libérer. Et c'est l'essentiel du projet que je propose. Le seul moyen de créer de l'emploi, c'est que les entreprises et les entrepreneurs puissent le faire. Et donc c'est vers eux d'abord qu'il faut se tourner pour leur donner la liberté de créer de la richesse. Une entreprise n'embauche pas pour faire plaisir à un ministre. Une entreprise crée un emploi parce qu'elle a besoin d'un salarié, parce que son activité et son carnet de commandes l'exigent. Tout le reste, en matière de lutte contre le chômage, c'est de la littérature. Alors oui, pour donner aux entreprises une véritable capacité d'embaucher, une véritable capacité de se porter au premier rang de la lutte économique internationale, je veux baisser le coût du travail. Ce sera 40 milliards d'allègement de charges. Je supprimerai les cotisations salariales. Le gain pour un salarié représentera au moins 250 €, 500 € pour un couple qui travaille. En échange, oui, une hausse de la TVA permettra de faire contribuer les produits importés au financement de notre sécurité sociale. Pour être compétitives, les entreprises ont besoin de simplification du cadre social et fiscal dans lequel elles évoluent. Je veux limiter le Code du travail et ses 3000 pages aux principes fondamentaux qui doivent régir le monde du travail et renvoyer tout le reste à la négociation collective. Je veux sortir des 35 heures et laisser aux acteurs de terrain le soin de décider eux-mêmes ce qui est bon pour les entreprises et bon pour les salariés. Place au dialogue social. Place au vrai référendum d'entreprise. Place à la simplification des normes et des seuils. Voilà ma logique, c'est celle de la liberté, c'est celle de la responsabilité, c'est celle de l'efficacité et c'est celle qui, partout où elle a été mise en œuvre en Europe, a donné des résultats en matière de plein emploi et d'augmentation du pouvoir d'achat des salariés. Mais on ne pourra pas combattre la dette qui nous vampirise et qui limite notre capacité à investir dans l'avenir, à nous projeter dans l'avenir, si on ne réforme pas notre système public. Je suis gaulliste. Ça veut dire que pour moi, l'État doit être fort. Mais un État fort, ce n'est pas un État qui tend la main tous les jours aux fonds de pension américains et au Qatar pour trouver les milliards dont il a besoin pour payer ses dettes. Oui, nous avons 6 millions d'agents publics. L'Allemagne, qui est beaucoup plus peuplée que nous, en a moins. Est-ce que l'Allemagne est un pays moins bien administré? Bien sûr que non. Je veux qu'on baisse les dépenses de l'État, des collectivités locales et du secteur social parce que nous devons équilibrer nos comptes, parce que nous devons retrouver la maîtrise de nos finances, parce que nous allons dans le mur, parce qu'un jour ou l'autre, nous allons nous trouver dans cette situation de faillite où ça n'est plus nous qui contrôlerons notre destin, mais nos créanciers. L'effort que je propose pour l'État, on dit qu'il est impossible à atteindre. Il est raisonnable. Je veux, sur la durée du quinquennat, baisser de 8% les effectifs en matière d'emploi public. Je vous le dis, tous ceux qui vous promettent qu'on peut faire autrement vous trompent. Et avec eux, le réveil sera brutal. On ne remettra pas les comptes de l'État à l'équilibre sans faire cet effort. Bien sûr, nos agents publics sont dévoués et compétents. Et ils ont tout à gagner au développement d'un appareil d'État modernisé.
Moi, je veux qu'ils soient mieux payés, mais je veux aussi qu'ils soient en pointe dans le combat pour l'amélioration du service public aux Français. Et ça passera par une évolution progressive de leur temps de travail à 39 heures. Les gains de productivité permettront d'améliorer les perspectives de carrière qui sont aujourd'hui bloquées et permettront à notre pays de réduire ses déficits. Je veux dire un mot de la santé, parce que la santé, c'est le secteur par excellence dans lequel les Français, à juste titre, attendent qu'on soit le plus efficace. Je suis attaché à la promesse de la sécurité sociale dont la France peut s'enorgueillir, l'accès aux meilleurs soins pour tous. Mais mes amis, cette promesse est menacée. Elle n'est pas menacée par le programme des candidats à l'élection présidentielle, en tout cas pas par le mien. Elle est menacée par la réalité. Elle est menacée par la politique qui a été conduite par le gouvernement, qui ne voit aujourd'hui les attentes aux urgences, la difficulté de trouver un rendez-vous chez un spécialiste, qui ne voit aujourd'hui les déserts médicaux qui s'installent, et pas seulement dans le secteur rural, qui ne voit aujourd'hui tous ces actes médicaux, toutes ces dépenses en matière de santé qui sont fort mal remboursées et qui pèsent sur les budgets des familles, et en particulier sur des plus modestes. Oui, notre système est placé face à 3 défis majeurs. Le premier défi, c'est de mieux soigner. Et pour cela, moi, je veux qu'on développe la prévention. J'ai dit que je voulais que chaque Français puisse, une fois tous les 2 ans, gratuitement, recevoir une consultation en matière de prévention, parce que l'investissement dans la prévention, c'est un investissement productif, c'est un investissement qui permettra demain de dépenser moins et de soigner mieux. Je veux qu'on organise mieux les soins afin de sortir du tout hôpital. Et je veux en même temps qu'on modernise l'hôpital public. Le deuxième défi, c'est de mieux rembourser. Il n'y a aucune fatalité à ce que l'assurance maladie ne couvre que l'hospitalisation et les affections de longue durée, et qu'elle se désengage, comme elle le fait aujourd'hui, progressivement des soins courants. Je veux dans un premier temps qu'on rembourse à 100% les lunettes pour les enfants, parce que je pense que c'est une décision de justice. Et je veux ensuite que, dans une concertation entre l'assurance maladie et les complémentaires, nous puissions trouver le moyen de rembourser en totalité ces dépenses qui sont les plus coûteuses pour les ménages et qui parfois d'ailleurs les conduisent à renoncer aux soins. Je pense aux lunettes, je pense aux soins dentaires et en particulier aux prothèses, je pense aux prothèses auditives, je pense aussi au dépassement d'honoraires. Enfin, je veux qu'on améliore la couverture santé pour les seniors. Le gouvernement se targue d'avoir rendu obligatoire les complémentaires pour tous les salariés. Il a juste oublié les seniors, qui sont justement ceux qui ont le plus besoin d'être soutenus, à la fois parce que leurs dépenses de santé, naturellement, sont les plus élevées, et pour beaucoup d'entre eux, parce qu'ils ont des retraites qui sont des retraites très modestes. Enfin, le troisième défi, c'est de mieux gérer notre système de santé. 20 milliards d'économies sur 5 ans peuvent être réalisés simplement grâce à des efforts d'efficience. La lutte contre les abus, la lutte contre les fraudes, la lutte contre les doublons, une meilleure organisation des soins, placer le médecin généraliste au cœur du dispositif pour éviter que l'hôpital ne soit le réceptacle de tous les besoins en matière de santé. Oui, il est possible de limiter les coûts en faisant la chasse à tous les gâchis. Et pour réaliser ces réformes ambitieuses, je mettrai tout le monde autour de la table. Et j'organiserai à la fin de l'année 2017 des assises de notre système de santé. Enfin, mes amis, la France doit retrouver une voie respectée dans le monde. Sinon, le monde va s'occuper de nous, mais pas pour le meilleur. On est en effet 66 millions de Français dans un monde de plus de 7 milliards d'habitants qui sont assoiffés de progrès, assoiffés de réussite, assoiffés de compétition. La partie semble inégale, sauf si les 500 millions d'Européens se décident enfin à défendre leurs intérêts. La solution à la crise européenne
passe d'abord par une remise sur pied de notre pays. Oui, on a besoin d'une Europe forte, et pour avoir une Europe forte, il faut qu'elle soit conduite. Elle peut être conduite que par les Français et les Allemands, et pour que les Français et les Allemands acceptent de conduire ensemble l'Europe, il faut que les Français et les Allemands marchent du même pas. Il faut que la France soit plus forte, il faut que la France ait réduit ses déficits, que la France soit compétitive. Il faut, en un mot, que la France se fixe l'objectif que je lui fixe d'être la première puissance européenne dans les prochaines 10 années. Et cette Europe que je veux qu'on construise, c'est une Europe qui va à l'essentiel. C'est une Europe qui se concentre sur 4 ou 5 objectifs et qui laisse le reste de côté, qui laisse le reste aux nations, aux États, avec leur régime démocratique, avec leurs institutions. Oui, je veux que l'euro, la monnaie européenne, soit consolidée pour qu'un jour, on puisse avoir une monnaie européenne qui soit l'égale du dollar et qui nous donne enfin l'autonomie, l'indépendance, la liberté qui devrait être celle du continent européen. Oui, je veux que l'Europe se concentre sur la sécurité à ses frontières, avec des frontières défendues, avec des frontières modernes, avec des frontières qui nous permettent de savoir qui rentre sur notre territoire. Oui, je veux une Europe qui assure la sécurité à l'extérieur de ses frontières. C'est-à-dire que je veux que l'Europe mette la main à la pâte, à la poche, pour financer les dépenses de défense. Ça ne peut pas être seulement la France qui se bat au Mali, en Irak, pour défendre les intérêts de l'Europe tout entière. Nos amis allemands ont, paraît-il, des excédents budgétaires. Ce serait pas mal qu'ils nous en donnent un peu pour financer ce que nous faisons pour défendre leur sécurité, la sécurité du continent européen, au prix de la vie de nos soldats. Enfin, en Europe, je veux une France en tête, et dans le monde, je veux une France qu'on entende à nouveau. Aujourd'hui, on le voit bien, la Russie et l'Union européenne sont à la limite de la guerre froide. Ce n'est pas ma vision du continent européen. Et face au président Poutine, c'est parce que la France retrouvera sa capacité à dire ses désaccords et à proposer de nouveaux partenariats qu'elle sera respectée. De la même façon, face au nouveau président américain, il va falloir lui faire comprendre que si la France reste une alliée fidèle des États-Unis, elle ne le sera pas aveuglément et elle ne le sera pas à n'importe quel prix. La France est fidèle à ses alliances, mais la France défend ses intérêts dans le monde. La Chine est un partenaire commercial d'importance et de valeur, mais nous devons être en droit avec elle, comme avec n'importe quel partenaire commercial, d'exiger la réciprocité des conditions de l'échange économique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une Europe forte et d'une Europe indépendante, d'une Europe qui n'est pas vassale des États-Unis, d'une Europe qui assume ses choix, qui défend ses intérêts. Vous le voyez, mes amis, les défis que nous allons devoir relever sont considérables. Ce sont des défis qui nous placent à un moment clé de notre histoire. Ou bien on se dresse, ou bien on fait les efforts nécessaires, et alors on peut réussir, ou alors on continue dans ce discours que nous entendons chaque jour dans cette campagne présidentielle, ce discours qui consiste à s'adresser à chacune des catégories de Français pour essayer de leur faire plaisir. Oui, j'ai choqué il y a quelques jours dans une assemblée professionnelle qui entendait tous les candidats à l'élection présidentielle, en commençant mon discours en leur disant « Moi, je ne suis pas venu vous faire des promesses parce que l'élection présidentielle, ce n'est pas l'addition des promesses qu'on fait à chaque catégorie professionnelle. L'élection présidentielle, c'est le choix d'un projet d'avenir pour la France. Et le projet d'avenir que je vous propose, c'est le plein emploi, c'est être la première puissance économique en Europe dans 10 ans, c'est assurer la grandeur, la liberté, l'indépendance de notre pays.
La présidentielle devrait être un grand moment de débat autour de ces thématiques. Chaque minute passée à commenter les anecdotes de campagne, c'est une minute perdue pour notre pays. Il est temps que nous ayons enfin une vraie discussion sur les différents projets. Il est temps que cette campagne se fasse programme contre programme, argument contre argument, parce que le compte à rebours est lancé. Dans 58 jours, les Français se rendront aux urnes et ils choisiront un projet pour la France. Il faudra choisir entre la France des illusionnistes et celle qui se redresse une fois de plus. Du haut de nos 2000 ans d'histoire, des générations d'hommes et de femmes qui ont tout donné nous regardent. Pour la France, ils ont travaillé dur. Pour la France et pour sa liberté, beaucoup se sont sacrifiés. Toutes et tous avaient au fond du cœur l'espoir que nous soyons heureux et fiers, nous, aujourd'hui, notre génération, de dire « nous sommes Français ». Alors il faut être fidèle à cette espérance. Et il faut être déterminé à donner à nos enfants plus que ce que nous avons reçu. Le bonheur, c'est toujours une conquête. Et la grandeur, c'est toujours une bataille. Une bataille face à nos concurrents, une bataille face à nos adversaires, mais aussi une bataille sur nous-mêmes pour aller chercher le meilleur de notre âme. Les Français restent un grand peuple. Ça n'est pas un peuple qui est usé, c'est juste notre système qui est usé. Eh bien, ce système, avec vous, je veux le changer. N'ayez pas peur, ne doutez pas. Ensemble, nous avons le pouvoir de redresser notre pays et d'étonner le monde une nouvelle fois. Nous allons, mes amis, contrer les attaques. Nous allons traverser les tempêtes. Nous allons franchir les ponts. Nous allons foncer et nous allons rassembler tous les cœurs vaillants et tous les esprits lucides. Je me bats avec vous pour la victoire de la France. Cette victoire, nous allons aller la chercher de toutes nos forces. Je serai devant vous, mais vous serez avec moi. Cette victoire, elle est à notre portée. Elle dépend simplement de notre enthousiasme, de notre courage, de notre résistance. Elle dépend de cette flamme qui est en vous, qui est en moi et qui est plus forte que jamais. Je vous le promets, cette victoire viendra. Et cette victoire sera celle de tous les Français. Et ce jour-là, vous allez vous souvenir de ce meeting, ce soir, ici à Maison-Alfort, avec ces mots qui résonnent dans l'histoire de notre peuple. Vive la République et vive la France!